A soldier gunned down, shots ringing out in the Parliament Our building. police service received multiple 911 calls. Hey, il y a des coups de feu, j'ai des frissons encore. At that point, we just barricaded the room. Aujourd'hui, on va étudier la fusillade sur la colline parlementaire qui a eu lieu le 22 octobre 2014. Michael Zehaf Bibeau a enregistré un manifeste vidéo où il disait cibler des soldats en représailles à l'intervention du Canada en Afghanistan. Ça a été avec raison la remise en question profonde des mesures de sécurité. Il y a juste un job, c'est de protéger du Parlement. On commence toujours par faire ce qu'on appelle un hot wash. Le cold wash, lorsque la poussière a retombé, un exercice pragmatique, un exercice de fond. On va regarder nos protocoles, nos instruments, identifier des écarts pour les améliorer. On veut pas, mais des accidents arrivent. Puis on avait des snipers topside. Ça, j'ai jamais vu, là. Non, ça a pris 56 coups de feu, 31 balles qui l'ont atteint et 2 ont été mortels. Souvent, on dit « Ah, c'est plus facile au Canada. » Sauf que au Parlement, c'est vraiment difficile. Qui est responsable? Il n'y avait pas de réponse claire. On peut pas arrêter tout ce qui est mauvais dans le monde. Sauf qu'on a toujours le contrôle sur la réponse. Attention, ce podcast aborde des sujets sensibles. Les propos tenus n'engagent que l'opinion des personnes qui les expriment. Bien que certaines bonnes pratiques soient mises en lumière, elles ne sauraient à elles seules constituer des recommandations. Le contenu présenté aujourd'hui est destiné à un auditoire averti. Ce podcast est présenté par Cygnus Stratégie. Donc, chez Cygnus, nous accompagnons les organisations pour développer leur posture en matière de sécurité, mesures d'urgence et de gestion de crise. Notre mission, vous aider à mieux comprendre vos risques, à vous préparer aux imprévus et à réagir adéquatement en situation critique. Pour l'épisode 1, nous avons le privilège d'être appuyés par Anytime Fitness Griffintown, donc convaincus qu'un esprit sain se cultive dans un corps sain. Anytime Fitness Griffintown est un centre d'entraînement moderne qui est situé au cœur de Montréal sur la rue Peel. Les équipements sont modernes, le gym est propre, les gens qui y travaillent sont vraiment très gentils. On salue tout particulièrement Coach Carla qui est exceptionnelle. Elle fait des programmes de remise en forme pour les femmes. Allez la voir, c'est également la gérante de cette succursale qui pourra vous faire bénéficier des meilleures promotions en vigueur. Anytime Fitness est heureux de remettre à notre invité 1 mois d'essai gratuit à sa succursale et si vous allez voir également Coach Carla avec le code Cold Wash, les auditeurs pourront également bénéficier de cette promotion. Bon podcast! Alors, mon invité a passé plus de 27 ans à protéger le pays au sein de la Gendarmerie royale du Canada. Il a été aux premières loges de certaines des plus grandes crises de notre époque. Il a servi également au sein des forces spéciales canadiennes ici et en Afghanistan. Il a assuré la sécurité d'institutions qui sont absolument très prestigieuses comme dirigeant principal de la sécurité à la Banque du Canada, à la Banque Scotia, ainsi qu'à la prestigieuse chaîne hôtelière qu'est le Four Seasons. En 2020, il a fondé sa propre entreprise pour aider les organisations partout dans le monde à affronter les pires scénarios ARCAS. C'est un champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien au sein de l'institution renommée qu'est Gracie Barra. C'est un expert en gestion de crise et un conférencier recherché partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est un privilège pour moi aujourd'hui d'avoir Rob Currie. Rob, merci infiniment d'être avec nous. Rob, peux-tu nous expliquer rapidement, avant que j'embarque un petit peu dans l'explication du concept pour le podcast, dans quelle situation est-ce que les gens vont faire appel à toi? Surtout dans 2 situations. Plus fréquemment, on aimerait vraiment que nos clients nous appellent avant qu'ils vivent une crise, mais plus fréquemment, puis c'est juste la réalité, souvent, il y a quelque chose qui arrive, des assureurs pour nos clients vont dire oui, vous a payé tant, mais vous allez monter un système de gestion de crise, puis ils vont dire, ben c'est quoi ça? Donc, c'est là qu'on rentre. Donc, on peut aider à monter un programme de gestion de crise de A à Z. Il y a souvent des compagnies qui ont déjà un plan qui a été mis en place, mais souvent, c'est pas adéquat pour justement répondre. Mettons, ils ont vécu un incident, puis ils ont dit, le plan ne nous a pas vraiment aidé. Donc, ils vont nous aider ils vont nous faire appel pour justement qu'on va les aider justement à modifier le plan. Nous autres, avec la plupart des clients, peu importe, nous autres, on fait toujours
une différence entre le niveau d'entraînement et de faire des exercices. Nous autres, on passe énormément de temps à faire de l'entraînement. Il n'y a pas de tests, il n'y a pas d'examen, puis on fait ça. C'est des tableaux qu'on avait jeunes, si tu avais des chiffres paint by numbers, on fait ça souvent pour justement que tout le monde sur l'équipe soit au courant de comment gérer une crise, peu importe l'industrie. On ne tombe pas tout de suite dans des exercices. Mais on fait de l'entraînement et des exercices. Et souvent, on fait faire des audits. Souvent, c'est des compagnies d'assurance qui nous appellent. Ils vont dire, on a un client. On veut être certain, parce que c'est quand même une prime importante, qu'est-ce que vous pensez de leur niveau de risque par rapport à la plan de gestion de crise qu'ils ont? Merci. Merci d'avoir clarifié tout ça, Rob. Alors aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, donc je vais parler un petit peu du concept du podcast. En fait, comme c'est notre premier Cold Wash, prendre un petit moment pour cela. Donc, dans le milieu de la sécurité, après un incident ou après un exercice, on commence toujours par faire ce qu'on appelle un débriefage à chaud. Certains l'auront peut-être deviné, on parle d'un hot wash. Et puis, le cold wash, lui, va arriver dans un deuxième temps, lorsque la poussière a retombé, les émotions sont derrière nous. C'est un exercice pragmatique, un exercice de fond où on va regarder vraiment nos protocoles, nos instruments et regarder si on les a bien suivis, peut-être identifier des écarts ou des opportunités pour les améliorer également. Donc, en gros, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire comme on le fait dans la vraie vie, si on veut. Donc, c'est-à-dire, on va regarder ce qui a bien été pour un événement particulier, qu'est-ce qui a été plus difficile dans le cadre de cette gestion de crise-là, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être meilleur. Dans ce cas-ci, on va regarder un événement qui s'est déroulé en 2014. Donc, on va regarder qu'est-ce qui a été fait, peut-être qu'est-ce qui aurait dû être fait. Donc, le nom Cold Wash, c'est un clin d'œil à mes anciens collègues du gouvernement du Canada parce qu'on n'a jamais été capable de trouver, même si on s'est vraiment questionné sur un équivalent en français qui parlait autant, là, qui était autant poignant. Donc, pour garder l'authenticité des exercices qu'on fait dans le milieu, on a décidé de garder la terminologie Cold Wash. La saison 1 de Cold Wash va avoir lieu en français exclusivement, mais j'ai des collègues partout au Canada anglais qui ont des histoires absolument intéressantes à raconter. Donc, on n'exclut pas la possibilité éventuellement de faire également des Cold Wash en anglais. Alors aujourd'hui, on va étudier la fusillade sur la colline parlementaire qui a eu lieu le 22 octobre 2014. Donc, le résumé des faits à la lumière du rapport de l'enquête indépendante. Donc, Michael Zehaf-Bibeau a enregistré un manifeste vidéo où il disait cibler des soldats en représailles à l'intervention du Canada en Afghanistan ainsi qu'en Irak. À 9h53, lors de cette même journée, il s'est stationné sur la rue Wellington, derrière le monument commémoratif de guerre du Canada, a sorti une carabine Winchester 30-30 et a abattu le caporal Nathan Sirio de 3 balles dans le dos. Il s'est par la suite dirigé vers la colline, a retourné vers sa voiture, réquisitionné une limousine près de l'édifice de l'Est, s'est rendu au côté ouest de l'édifice du centre et puis est entré par la tour de la Paix. Il y aurait par la suite eu altercation avec un agent non armé. Une balle aurait fait ricochet et blessé un des agents à la jambe. Il a donc pointé ensuite sa carabine sur un deuxième agent et puis a commencé à monter dans l'édifice. Il y aurait donc eu échange de tirs près de la rotonde. Donc, 3 agents en civil auraient tiré 10 coups de feu alors qu'ils fuyaient vers le nord. Zehaf-Bibeau a riposté d'un coup qui l'a manqué. Près du hall d'honneur, donc un 4e agent aurait tiré 17 coups. Zehaf-Bibeau s'est mis à couvert derrière un pilier près des portes de la bibliothèque et il y aurait eu contact final par une équipe d'intervention rapide de la Gendarmerie royale du Canada qui a progressé vers lui assez rapidement, donc à moins de 10 pieds. Zehaf-Bibeau aurait tiré en leur direction, manqué. Il y aurait eu riposte immédiate des policiers, ce qui a mené à son décès. Cela a été avec raison la remise en question profonde des mesures de sécurité qui protégeaient jusque-là le cœur, là, si on veut, de notre démocratie canadienne. Donc, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Rob, sans plus attendre, où étais-tu et qu'est-ce que toi, tu faisais quand tu as répondu à l'attentat? Oui, cette journée-là, j'ai des frissons à en parler encore.
C'était dans mes dernières journées dans la GRC, mais ça a été décidé par la suite. Mais ouais, je vais revenir à ça. Cette journée-là, c'était une journée planifiée. Moi, j'étais en charge de l'équipe tactique de la GRC, c'est l'équipe nationale. On dit le National Divisioner, donc on sélectionnait un peu partout au pays, mais ça, c'était pour protéger des choses d'intérêt national et surtout, mettons, l'équipe de premier ministre avait besoin du renfort, mais ce serait une tâche normale pour nous autres. Cette journée-là, on avait fait énormément de changements sur l'équipe, ça allait très bien. Le quartier général voulait, on avait je pense que c'était une genre de revue interne dans la GRC. On avait une équipe de médias, de relations publiques. Donc, il y avait quelques personnes de cette équipe-là qui sont venues là. On a pris le café avec nous autres. Puis, la plupart des gars sur l'équipe, ils étaient pour partir au champ de tir avec l'équipe de médias pour faire des photos des gars en champ de faire des tirs et certains exercices. Tu sais, il y avait des bangs. C'était bien plaisant comme matin pour... Et justement, j'ai dit à l'équipe de relations publiques, mais attends un peu, laissez les gars aller au chantier parce que ça va prendre quand même une demi-heure faire le setup, toutes des choses que vous voulez faire, puis après, vous pouvez suivre. Georges parle, l'équipe de relations publiques part, mais il y avait moi en charge de l'équipe, l'officier en charge, puis il y avait mon sergent d'état-major tactique qui, lui, c'est le sous-officier le plus haut gradé sur l'équipe. Nos bureaux sont côte à côte avec un petit mur. Moi, j'ai un gros radio de base en arrière de moi. Puis on entend des membres de GRC qui sont en uniforme sur la colline parlementaire. On entend des patrouilles sur des autoroutes fédérales. Et j'entends, c'est là que ça me donne un frisson encore, le radio déclenche « Member down ». Il y a quelqu'un qui a été tiré, abattu. Dans le langage de GRC, c'est ça qu'on entend sur les radios. Là, tout de suite, je savais juste par le ton de voix que la personne était en panique, qui est complètement normale. Ils viennent d'apprendre quelque chose. On pense que c'était quelques minutes après que le caporal Suro a été abattu. Puis, justement, la personne appelle, puis moi, j'ai frappé dans le mur, puis le call sign de mon sergent d'état-major, c'est Razor. Du Razor, on monte au centre d'opération, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste par intuition. Donc, on part. C'est nous autres qui ont mis les lumières, on parti des systèmes. Centre de contrôle-là, c'était un addon. Premièrement, j'ai toute une équipe qui s'en va vers l'ouest du Canada de l'Est. OK? Je vais revenir à ça. Okay. Nous autres, on est dans la bâtisse où on a un centre de contrôle que chaque fois que, mettons, il y avait une visite de président Obama, ce centre de contrôle-là, il y a des gens de justement chaque service, la police d'Ottawa, le GRC, les ambulanciers à Ottawa, tout le monde, même des gens qui gèrent les autobus, les gens de relations. Donc, c'est un centre de commandement plein. Donc, nous autres, on rentre. Puis nous autres, on a notre place pour équipe tactique parce que souvent, on a du soutien pour ces grosses opérations. Puis on prend en charge comme des premiers. Puis là, les gens commencent à rentrer. Ce qu'on a commencé à apprendre, c'est que justement, il y a quelqu'un qui, comme tu avais décrit, il avait tiré Nathan Cirillo qui était au Cenotaph, le soldat inconnu. Il avait pris son auto, il avait monté, il a pris un autre auto, je pense que c'est des ministres qui attendaient leur journée, puis il est rentré au Bloc Ouest. Puis justement, c'est cette personne-là, tu reviens, qui a été tirée par balle dans le mollet. Et lui, il n'était pas en devoir cette journée. L'histoire, ça a l'air qu'il a oublié quelque chose dans sa casier. Il dit, bon, je vais rentrer ce matin chercher whatever. Il a été chercher, il est rentré, puis justement, c'est des kiosques où tu rentres, les guérites, puis il voit un gars avec une arme, donc il pointe, puis l'arme a tombé comme ça, puis boum, ça a déchargé. Puis là, ils se sont séparés ensemble. Okay. C'est ça. Mais pour revenir à mon équipe, les autres, ils entendent sur des radios aussi. Razor commence à dire, vous êtes où? Ils regardent, ils ont collé sur le bord du chemin juste avant le sortie Nicholas qui t'amène direct downtown. OK. En dessous de l'overpass, ils ont mis toute leur armure, tout ça. Ils ont rappelé pour dire, regarde, on ne fait pas le photoshoot aujourd'hui. Oui, compris. Puis les autres, ils sont descendus vers la colline. Wow. Donc, ils étaient les premiers sur scène. Des photos qu'on voyait avec des hommes dans des suits verts, là. Ça, c'était l'équipe JT, l'équipe nationale. Parle-nous de la sécurité, Rob, sur la colline. En général, peux-tu la décrire aux gens qui n'ont aucune idée de comment ça se passe là-bas?
Oui, donc la sécurité a été divisée parce qu'on a la Chambre, dans la House, puis on a le Sénat, puis il y avait chacun leur personne de sécurité pour gérer les choses de sécurité quotidienne. Donc, tu vas visiter un sénateur, ça te prend une passe, OK? Donc, tu as deux groupes séparés. Tu as le Sergeant of Arms, c'est lui la personne qui est responsable pour la sécurité du precinct du Parlement. Le GRC, c'est nous autres qui sommes occupés de tout ce qui était dehors. Donc, tu vois des membres dans un uniforme, comme tu verrais en Colombie-Britannique ou Manitoba, les membres en uniforme de la GRC qui faisaient la sécurité sur la colline, à l'extérieur du bâtisse. OK? Donc, tu as des groupes en dedans, tu as le GRC à l'extérieur. Tu avais le groupe du premier ministre et des gens qui faisaient de la sécurité pour des ministres qui arrivent tous les jours. Ils l'amènent comme à la porte, puis là, ils rentrent tout seuls, puis c'est ça. Donc, des fois, c'est sûr qu'ils suivaient pour certaines affaires, mais techniquement, une fois qu'ils sont en dedans, ils n'ont plus de responsabilité. Oui, l'équipe a la responsabilité du premier ministre, mais ça arrête un peu à la porte. OK. OK? Intéressant. Donc, c'était ça le contexte quand l'incident s'est arrivé. OK. Mais merci pour cette clarification-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait super intéressant de savoir, mais que les gens ignorent, tu penses, par rapport à la sécurité sur la colline? Présentement ou à cette époque-là? Peut-être aujourd'hui, pour vraiment éclairer les gens là, par rapport à la particularité de cet endroit-là. Mais c'est souvent, on parle de police de juridiction. Donc, c'est en Ontario. L'application d'un code criminel, ça tombe aux provinces. Dans toutes les provinces, sauf l'Ontario et Québec, il y a l'Ontario-Québec, ils ont la police provinciale qui fait l'application de la loi. Okay? Mais dans toutes les autres provinces, c'est le GRC. Okay? Mais le GRC, fondamentalement, c'est la police fédérale. Okay? Sauf qu'on est unique au monde quasiment. Je pense qu'on est unique au monde qu'on a un mandat fédéral. Il y a des provinces qui achètent des services, dont les Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, l'Est du Canada. Et il y a des villes et des Premières Nations qui achètent des services de la GRC. Soit en attendant qu'ils ont des ressources pour faire eux-mêmes, ou côté affaires, c'est mieux prendre l'argent des contribuables et utiliser la GRC comme la police de juridiction. Si on revient au Parlement, ce terrain-là n'est pas fédéral. OK? Sauf que dans la ville d'Ottawa, donc tu as la police d'Ottawa qui ont une responsabilité jusqu'au trottoir. On est dans la province d'Ontario, dans l'OPP, ils ont des responsabilités. C'est drôle à dire, c'est pas fédéral, mais oui, tout autour de ça, c'est des ministres fédéraux dont les responsabilités fédérales aussi. Ouais. Et les services de sécurité en dedans. Donc, tu peux pas avoir plus de complexité. Tu sais, on est plus petit des États-Unis, il y a plusieurs agences de police et de sécurité nationale, puis souvent on dit « Ah, c'est plus facile au Canada ». Sauf qu'au Parlement, c'est vraiment difficile. Si on arrive avec la convoi, pas pour changer de sujet, mais ça aussi, c'était très complexe. Qui est responsable? Puis justement, la personne a été abattue dans le Parlement. C'est qui est responsable pour l'enquête? Puis c'est ça. Puis justement, moi-même, je dis, mais non, c'est pas fédéral, c'est pas nous autres. Puis également, il y a par rapport à la transparence maintenant, tu ne devrais pas enquêter des crimes ou des situations de violence grave qui étaient faites par ton organisation, juste pour la transparence. Ouais. Mais c'est qui enquête quand un membre de la GRC tue un terroriste dans notre Parlement? Puis il n'y avait pas de réponse claire. Tu ne peux pas aller dans un livre et dire « Oui, OK, fais le flowchart, puis ça tombe là. » Donc, je pense que c'est ça, cette complexité-là, que je pense pas que tous les Canadiens soient au courant. Non. Comment c'était difficile. Aujourd'hui, quelqu'un appelle dans la ville d'Ottawa, dit « On a un tireur actif à tel endroit. » Peux-tu expliquer comment est-ce qu'il coordonner une réponse? Je sais qu'il y a plusieurs acteurs. On a parlé de la police d'Ottawa, il y a de la police de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, puis on a aussi également notre armée qui a une mission intérieure. Oui. Qui va répondre, comment et comment sont prises les décisions, à savoir qui va être en charge justement là, de prendre le lead sur la réponse? Justement, ça dépend de la rapidité que la situation se déroule. Mettons, il y a une visite quelconque qui est annoncée, mais souvent on a des mois. C'est des organisations peuvent s'appeler et dire oui, mais ça c'est notre municipalité, toi tu vas prendre c'est nous autres qui va être en charge, nous autres on va donner du soutien ou le contraire. Mais
quand une situation, comme tu dis, c'est un appel 911, ça peut... mettons, ça arrive, puis il y a une policier qui entend sur tes ondes, ils vont répondre. Mettons, c'est quelque chose de très violent. Il n'y a pas de conversation, est-ce que c'est du terrorisme? Non, ça, c'est du fédéral. Mettons, tu as une personne qui promène avec un arme dans le downtown d'Ottawa, puis il y a 2 policiers qui sont justement à pied dans le marché bail d'Ottawa. Ils vont faire quelque chose. Puis ils ont le droit de faire quelque chose, puis ils devraient faire quelque chose. Mettons, ces 2 personnes-là rentrent dans une bâtisse, puis ils disent, bon, la décision d'Ottawa dit, bon, on va les garder barricadés, puis là, des informations qui rentrent, c'est des terroristes internationaux. Mais là, ça va changer de responsabilité parce qu'il y a d'autres actes qui embarquent. Le contexte de l'attaque ou la menace en tant que telle vient de changer. Donc, il y a d'autres organisations qui vont peut-être prendre en charge. OK. Okay? Ça peut être provincial, ça peut être le fédéral, ça peut dépendre où ils ont rentré aussi. OK. Donc, c'est très, très complexe à Ottawa pour ça. Est-ce que toi, personnellement, pendant cette journée-là, Rob, il y a quelque chose que tu dis, ça, je porte ça avec moi, ça m'a marqué personnellement pour toujours? Ma première réaction, quand j'ai dit on a ouvert le centre de commandement, puis quand je commence à voir d'autres stakeholders rentrer, justement avec cette complexité-là, on a plusieurs gens qui parlent, ils ont leurs policiers. On voit des écrans de vidéo, puis on voit des policiers en civil qui ont sorti avec des armes, ils ont mis une dossard, mettons, la ville d'Ottawa. Ils réagissent bien, mais là, on a plusieurs personnes qui veulent faire la bonne chose, mais il n'y avait aucun niveau de coordination à ce moment-là. Okay. Donc, tu as plusieurs personnes armées qui vont vers une certaine menace, mais moi, je vois quelqu'un qui arrive en jeans et un T-shirt, mettons, il n'y a pas de dossard, puis je vois un arme, puis je sais que ça qui vient d'arriver, puis moi, je suis un opérateur tactique. Wow. Moi, je pense que c'est un miracle de cette journée-là. Puis, je pense que tu as mentionné le nombre de coups de feu. Je n'ai pas fait la mathématique là-dessus. Ouais. Puis, il n'y a personne qui a été blessé. On appelle ça en anglais « blue on blue ». On ne veut pas, mais des accidents arrivent. Puis, mettons, moi, je pense que c'était une menace. Puis, hey, je suis une policière civile, puis je fais une mauvaise décision. Je pense à ça souvent. Puis, j'ai pensé pendant plusieurs semaines après comment on a passé à côté de ça. Quand le commandement d'incident rentre, finalement, il y a un qui a été nommé. Nous autres, on a tombé dans le rôle de gérer la réponse tactique. Oui. Puis lui, en charge de tout. Je le connaissais. On a fait nos cours d'Incident Commander ensemble. Puis, vous voyez que... je ne veux pas faire des critiques, mais management, tu devrais penser à faire un centre un casualty collection. On va avoir des blessures. Okay? Puis ça va nous prendre quelque chose proche pour commencer à faire triage. Parce que la police d'Ottawa, l'ambulance régulier, ils ne rentrent pas quelque part quand ça tire. Ils ne sont pas payés pour ça. Je comprends. Donc, ça va nous prendre des gens des premiers répondants, probablement des officiers tactiques, des policiers qui vont être obligés de s'organiser eux-mêmes, aider des civils qui sont blessés. Puis ça aussi, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils ont fait en dedans du Parlement. Cette portrait-là, là, on l'a su plusieurs heures plus tard. Donc, je dis, il va y avoir plusieurs blessés, puis ça va être tellement congestionné. Ottawa, ça prend un course à pied 10 km, puis tout arrête. Là. C'est un village, Ottawa, c'est pas une grosse ville, comme Montréal ou Toronto. J'adore ma ville, là, mais je dis, comment est-ce qu'on va se rendre là? Donc, je dis, ça va prendre un casualty collection point, puis mais ça va toujours marquer qu'on n'a pas eu plus de blessures. Puis justement, il y a tellement d'anecdotes qu'après que toute l'adrénaline tombée, il dit, hey, montre-moi ton jacket, il y a des trous de balles dans les uniformes. Donc, ça a passé proche. Oh, wow. Ça a passé proche. Ça, puis le manque d'information. Je sais maintenant que Bibo a été abattu très tôt. Nous autres, on a monté une opération tactique pendant plusieurs heures. Même, on a éclairé le Parlement 2 fois. Ça, c'est une longue histoire, mais des fois parce qu'on est, justement, tu as mentionné le mot, on est une démocratie. Puis moi, j'avais des officiers qui ont dit, Rob, le Parlement ouvre demain matin. Je dis, oui, monsieur, je fais mon mieux de faire ça. Il dit, il va ouvrir demain matin, Rob. Je dis, oui, je comprends, monsieur. Il va ouvrir demain matin. Wow. Ouais. Pas de pression. Rob, à la lumière de ce que tu viens de nous décrire, selon toi, quand tu le regardes 11 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé de points où on a été vraiment peut-être chanceux à certains égards. Oui.
Selon toi, tu as parlé justement de la rapidité d'intervention, la proximité là, de certains agents de l'équipe. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais mettre en lumière et dire ça a vraiment super bien été? Mais justement, la réponse, on avait changé énormément la culture de l'équipe et je pense que le programme national aussi, je ne veux pas dire qu'on a des leaders, ce serait baveux un peu, manquer de respect envers des autres très bonnes équipes à travers le Canada. Mais avant, je vais juste parler de l'équipe dont je suis en charge. Oui, on est là si les premiers ministres nous appellent. Ils nous appellent jamais. Puis justement, le profil opérationnel n'était pas le meilleur. Puis des gens n'étaient pas engagés. Donc, on a arrêté de faire certaines choses, mais on a changé des attitudes des gens. Moi, j'arrivais de 4 ans avec des militaires. Je dis, les gars, Puis je dis des gars. On était toujours prêts à voir. Puis justement, il y avait une fille dans le GRC. Donc, si je dis des gars, c'est pas péjoratif. C'est juste, malheureusement, on n'a pas de fille tactique sur l'équipe pendant que j'étais là. Pour retourner à justement l'esprit d'équipe et des changements concrets qu'on a fait, il dit, les gars, il faut qu'on se lève chaque jour. J'ai une commandant qui dit, c'est l'ennemi qui détient un vote. C'est pas nous autres toujours qui décident c'est quelle journée. Donc, on n'a pas cette latitude-là de dire, la journée que ça va arriver, je vais vraiment faire mon mieux. Il faut que tu rentres chaque jour. Puis pour moi, je n'étais pas sur la première ligne. J'ai des excellents opérateurs qui étaient pour faire ça. Pour moi, c'était chaque jour, il faut que j'amène mon meilleur pour que justement, si je fais une erreur, moi, je ne veux pas aller à leur funérailles. Je sais que ça peut arriver, mais je ne veux pas que ça soit à cause d'une erreur que j'ai faite. Ouais? Puis la même chose. Donc, l'attitude a changé. On a eu des gens qui ont quitté l'équipe et dit, Rob, le tempo ici, là, c'est pas pour moi. Okay? Vous êtes un peu trop gang-ho pour moi. Okay. Mais moi, je pense pas que tu peux être une équipe qui répond vite de même comme ça. Également, des pratiques. C'est des attitudes qui ont pris les décisions. Avant, cette équipe-là aurait attendu avoir des ordres, je pense. Les autres même, on change, we're going, on y va. Puis ils nous disaient qu'est-ce qui n'était pas faire. Ils n'attendaient pas que l'officier ou le sous-officier leur disait quoi faire. Donc, on appelle ça un militaire mission command. T'es des grands garçons, va faire ton job. Donc, ça, c'est des très bonnes affaires. Puis je suis fier qu'on a changé de l'attitude sur l'équipe, et puis justement, qui était sur l'équipe. Puis je pense, à ma connaissance, puis je sais qu'on était chanceux. On passait par là cette journée-là. Je dis pas qu'on était super meilleur, c'est mon leadership, mais je pense que la réponse la plus rapide dans une situation mondiale que moi j'ai vu. On avait des snipers topside sur la bâtisse Langevin, je pense qu'en dans 15 minutes. Wow. Après l'appel. Ça, j'ai jamais vu. Là. Non, normalement, c'est des heures avant que tu peux arrêter. Ça aussi, chaque fois qu'il y a un gros événement, on a des snipers topside, puis on a des gens... C'est nos patelins. On connaît toutes des... On fait plusieurs opérations. Donc ça, c'est des très bonnes affaires. Puis c'est de là que la pratique embarque et l'investissement, justement, sur la qualité d'entraînement que les gars avaient aussi. Donc ça, c'est des très bonnes affaires dans cette journée-là. Tu parles de cette équipe tactique-là. Pour toi, aujourd'hui, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit « Moi, je voudrais faire ça dans la vie, donc être sur une équipe tactique », quel profil ça prend, justement, pour être excellente question. L'équipe de GTI sur le GRC, il faut que tu sois membre de le GRC, donc un policier. C'est plus harmonisé maintenant. Avant, chaque province faisait un peu de affaires. Parce que ça, c'est à mon époque. Aujourd'hui, c'est très structuré. Il y a une sélection. Certains, il faut que tu aies une excellente forme physique. Il faut que tu sois quelqu'un qui travaille en équipe. Puis on dit, moi, je suis team player. C'est pas tout le monde qui est team player naturel, mais justement, ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que tu aies des qualités, que tu sois capable. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur tireur quand tu rentres, mais tu as besoin de quelqu'un qui va accepter la formation. OK? Dans mon cas, moi, j'étais OK, mais je n'étais jamais le meilleur sur l'équipe. Mais c'est pas juste ça. Il faut que tu aies une capacité d'apprendre. Okay? Donc, c'est leadership, l'esprit d'équipe aussi. Également d'accepter des situations. On n'a jamais fait OK, cool, je vais aller faire ça. Non, on n'a jamais fait ça. On a toujours fait ça de même. Ça, moi, ça, c'est quelque chose de personnel sur des équipes où moi, j'étais en charge que j'acceptais pas. Donc, c'est ça. Donc, j'adore. C'est sûr que la capacité à prendre la rétroaction qui est négative puis à peut-être déconstruire des choses que tu connais déjà pour
Justement, puis c'est un très bon point, je l'ai oublié. Est-ce que tu es capable de critiquer toi-même pour dire, cette opération, c'est moi qui ai manqué ça, moi je vais, puis justement, mon plan d'information personnelle, je vais changer une telle affaire. Et sans rester, si on est fier, moi, j'aime pas faire des erreurs, mais il ne faut pas qu'on reste, puis on appelle ça le spiral. Puis là, toutes les autres bonnes affaires quand on parle. Donc, bon, j'ai fait une erreur, je vais changer, c'est ça. C'est rare qu'il y a des gens qui sont capables de lever la main puis dire, tu sais quoi, c'est moi qui l'ai échappé, là. Puis j'ai fait des erreurs, ça n'a pas bien été, c'est de ma faute, tu sais, cet aspect-là d'imputabilité. C'est sur deux niveaux. Je vais parler au niveau de leadership, l'équipe aussi. Quand ça va bien pour l'équipe, puis t'as le commissaire qui t'appelle, puis des félicitations, ça, c'était mon équipe. C'est eux autres qui ont fait ça. Merci beaucoup, mais c'est eux autres. Quand quelque chose mal arrive, ça, c'est de la faute de Steve, puis tout ça. Puis Steve, tu penses, c'est quoi sa motivation t'avais pour l'équipe maintenant? Je viens juste la mettre en dessous de l'autobus, là. OK? Ben, je dis, si des gens font des erreurs de bonne foi, c'est le leader, puis si tu dis, il n'était pas assez formé, ça, c'est mon job d'être certain qu'ils sont bien formés. Donc, c'est pas leur erreur, c'est la mienne que je ne l'ai pas préparé. OK? Quand tu es capable de placer en avant des choses négatives et le feedback, et souvent, tu as besoin de partager avec l'équipe, sinon ils ne peuvent pas améliorer. Absolument. OK? Mais ils sont backés, puis ils vont aller plus loin, puis ils vont être plus innovateurs, puis ils vont dire, OK, j'ai fait une gaffe, mais ça ne m'a pas coûté mon job, le boss ne crie pas après moi. C'est très, très important quand on fait l'innovation, de protéger ton équipe de ces affaires-là. C'est ça, fait que de créer des espaces qui sont sécuritaires pour l'apprentissage, le développement, la capacité à devenir justement Puis c'est facile de dire, je back mon équipe. Moi, je suis très émotionnel. Il y a des choses qui sont arrivées, puis je dis, tu vois sur ma face. Puis souvent, ils ont dit, hey, t'es fâché avec... Non, je suis pas fâché avec nous autres. Donc ça, c'est à moi à contrôler mes émotions parce que ça a un impact. J'ai rien dit, sauf que ça a un impact. Ça dépend. Si j'ai une équipe d'alpha, ça passe mieux. Quand j'étais avec le côté corporatif, il fallait que je cache plus mes émotions parce que mon impact sur mon équipe était différent. Ils n'ont pas les mêmes personnalités. Donc, je pouvais être un petit peu plus... Je ne veux pas émotionnel, mais je n'avais pas besoin de faire un masque. Je disais, hey, tout va bien avec des alphas. Oui, non, je comprends. C'est super intéressant de regarder l'aspect de profil de ces personnes-là. Rob, tes plus grands défis cette journée-là? Plus grand défi. Moi, il y avait un moment où je commençais à douter qu'il restait des terroristes dans la place. Okay. Mais on commençait l'opération. Là, avec la réflexion, il y a des choses que j'aurais faites différemment. Mais je n'avais pas ces informations-là. Je n'avais pas des expériences que j'ai aujourd'hui. J'aurais fait des choses différemment. OK. Donc, est-ce que j'ai des remords? Je ne peux pas dire des remords. Moi, j'allais de bonne foi. Moi, je me suis questionné, est-ce que j'aurais dû aller dans l'autre centre comme maman? Hey, on a eu des arguments au téléphone. Ouais, moi, je suis en charge, tu vas venir ici au Parlement. Okay. Non, je ne viens pas au Parlement. Moi, je suis dans ce poste. C'est nous autres qui sont... Regarde. Donc, j'aurais peut-être mieux géré les interactions-là, mais moi, j'avais un focus pour on fait une tête à l'affaire, puis on va clairer la place, puis on passait dans des terroristes qui promenaient. On pensait qu'il y avait 2-3 personnes. Je vais revenir à ça pourquoi après. Je pense que c'était ça le plus gros défi. C'est justement, il y avait un petit doute à un moment donné, mais à un moment donné, il faut que tu pousses en arrière parce que des décisions, il faut qu'ils se prennent. Pour avancer. Là. Pour avancer, puis on ne pouvait pas arrêter. Absolument. Et non, c'est ça. C'est facile de regarder aujourd'hui dans un rétroviseur puis de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, OK, mais là, aujourd'hui, on a toute l'information. Justement, quand on a fait la formation avec nos clients dans le monde corporatif, souvent, on appelle ça ils se paralysent, ils font trop d'analyses, ils prennent aucune décision. Si tu veux travailler dans les situations de gestion de crise, tu vas voir des choses, tu vas voir, it's gonna get dirty. Okay? Tu vas faire des erreurs, puis il y aura toujours des gens après qui disent, hey, t'aurais dû faire ça. C'est ça. Oui, mais à ce moment-là, c'est là que j'avais l'information. C'est encore là, on monte dans le monde corporatif, la qualité de tes notes ou ton registre de ce qui se passe cette journée-là. Rob, pourquoi tu as pris une telle décision? Parce qu'à ce moment-là, je pensais ça, et voici les faits à ce moment-là. Aujourd'hui, je n'aurais jamais pris cette même décision-là. Parce que des faits,
J'avais pas un balle cristal pour savoir que c'est quoi. ça, exactement. Nous autres, on était certains qu'il y avait 3-4 personnes en dedans. Pourquoi? Puis ça, c'est c'est un des effets, puis une de mes apprentissages où je l'avais déjà pris sur d'autres cours, mais c'était renforcé. Quand quelqu'un voit un incident, mettons, ici, downtown Montréal, la première personne qu'il voit, tout le monde a un téléphone, il appelle 911. On n'est pas les seuls. Personne au bord de la rue appelle. Là, la répartitrice, elle dit, on a 2 appels. Est-ce que c'est... C'est la même personne. Hey, il y avait un gars dans une jacket qui a tiré. Oui. Hein? Là, l'autre dit, there's a man with a right... donc, c'est dans 2 langues. Est-ce que c'est une personne ou 2? Là, nous autres, tout le monde s'est caché. Ils ont bien fait en Parlement. OK. Nous autres, on pensait à un moment donné que les terroristes se sont cachés parce ils voyaient aux télévisions qu'il y avait une réponse massive de police. Il y avait mon équipe, il y avait la police provinciale, la ville. OK? Tout le monde arrivait très rapidement. OK? Donc, on dit, bon, ils ne peuvent pas s'évader, donc ils vont se cacher. Oui. OK? Donc, nous autres, on a commencé à défoncer. Peut-être qu'ils vont prendre des otages pour essayer de sortir. Donc, on a commencé à défoncer les portes. Mais imagine, toi, tu as peur parce qu'il y a déjà entendu des coups de feu il y a 15 minutes. Tu es caché en dessous de ton bureau, puis nous autres, on défonce une porte gros de même. Est-ce que c'est un coup de feu ou juste un gros bang? Tu sais pas, donc tu appelles et tu dis, hey, je pense que j'entends des coups de feu. Oui. Donc, ça faisait Boule de neige. une boule de neige. Ben oui. Puis l'information rentrée pour nous autres. Nous autres, on n'est pas au centre de commandement de 911. On a un agent de liaison qui nous relate ça OK. parce qu'on n'est pas avec la ville d'Ottawa. Oui. Donc, des appels commencent à rentrer. Comme ça, il dit, hey, ils sont... Mais quand mes gars ont rentré, ils rappelaient, puis ils parlaient justement à Razor, puis il dit, there's no contact. Tu devrais être dans un combat, il devrait avoir un contact avec un ami. On les voit pas. On voit pas de balles à terre. On voit... C'est trop tranquille. C'est pas normal. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de... Ça Non. bouge pas, là. Ouais. Si je n'étais pas de le faire aujourd'hui, j'aurais peut-être eu la réflexion un petit peu rapidement que c'était peut-être tout, puis c'est juste une personne. C'est ça, fait que les gens, ultimement, donc c'est ça, appelaient le 911 pour dire « Hey, j'entends quoi que ce soit », mais c'est les équipes de réponse qui sont en train de faire leur travail, donc beaucoup de confusion. Puis on rajoute à ça aussi, à l'époque, on se souviendra que Twitter était... tout le monde tweetait leur perspective de la situation. Il y avait peut-être de la fausse information à l'effet qu'il y avait plusieurs tireurs, que le Parlement se faisait attaquer de tous les côtés. Ça aussi, c'est un enjeu. Bon, mon fils est dans ses examens à l'Université d'Ottawa. Ils ont fait un lockdown, donc OK. des institutions éducationnelles. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a une bonne affaire des fusillades dans les écoles? Non, il n'y a rien qui est bon. Sauf que maintenant, il pratique plusieurs fois. Ouais. Puis mon fils, depuis qu'il est de même, il a 31 ans aujourd'hui, si tu dis cache-toi, ils savent quoi faire. Ils ont fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont petits. Ah oui, ils sont en examen, puis on dit, est-ce qu'on peut quitter? Non, continue à écrire tes examens. Mais lui est à l'Université d'Ottawa qui est très proche du Parlement. Ouais. Mais le Centre Rideau, c'est notre centre d'achat, c'est le plus beau centre d'achat dans le downtown d'Ottawa qui est juste billet quasiment OK. au Parlement. Mais là, il y a quelque chose qui a tombé dans le loading dock, ça a l'air, puis les gens disent, hey, il y a des coups de feu. Moi, j'ai toujours, hey, j'ai des frissons encore. Il y avait un gars que je connaissais très bien qui gérait tous nos systèmes de radio en Radio Tech. Puis en arrière, puis il me connaissait bien, puis on a fait la même chose. Bye. Juste comme ça. Puis lui, à peu près 30 pieds et demi, puis nos yeux, hein, il dit, parce qu'on a entendu sur les ondes, puis il dit, bye. Donc là, on pensait que c'était partout aux villes. C'est moi qui ai des prises. En même, très, très proche à ça, je pense que j'ai dit qu'on avait notre transport municipal, il y a une poste. Et dès que j'ai un chauffeur d'autobus. Non, pardon. Il y a quelqu'un qui a dit que quelqu'un a embarqué dans un de nos autobus avec une carabine. Donc, j'ai même pas dans ma tête. Donc, il y a un qui est attaqué ici, puis justement, c'était pour le faire. Attends que des premiers répondants, puis là, on commence à frapper d'autres places. Qui est une technique, en fait, on fait diversion ailleurs, puis là, Exactement. on mobilise des ressources, puis fait beaucoup de dommages. Ouais. Mais il y avait quelque chose, là, ça faisait quelques heures, puis je commençais à avoir des doutes, comme j'avais mentionné. Donc, j'ai justement parlé de personnes de la ville d'Ottawa. Il dit, avez-vous contact avec vos chauffeurs? Puis il dit, absolument. Tu sais-tu quel autobus? Elle dit, oui, on va parler.
C'était un gars qui est rentré avec une caisse de guitare. Le gars d'autobus, il dit oui, en arrière, avec une caisse de guitare, le monde l'écoute, il joue, il n'est pas super bon, mais le monde trouve ça fun. Mais il y avait une réaction immédiatement. Hey, il y a quelqu'un avec un arme sur l'autobus pour redéployer des ressources ailleurs. Ça a juste donné que j'étais en charge, parce que souvent, on va faire le relèvement d'incident commander. Tu ne peux pas aller au salle de bain 2 minutes. Non. Si tu vas, c'est Camille était en charge, Oui. OK, bon, ça peut être pour 8 heures, ça peut être pour 1 heure, whatever. Right? J'étais là, je dis, attends, il y a quelque chose, ça sent pas bien, là, il y a quelque chose. Parce que j'avais les deux, il dit, on veut vérifier avant qu'on commence à envoyer des policiers dans l'ouest d'Ottawa pour un gars qui joue aux guitares. Mais tu peux comprendre, puis justement, j'arrive avec l'affaire, tu mentionnais des réseaux sociaux, les gens commençaient à tuer. Là, les gens sont nerveux. Donc, il entend un auto qui fait un backfire, puis hey, je pense que j'ai tendu un coup de feu. Quelqu'un a vu une case de guitare, puis il pensait que c'était une carabine. OK? Mais il faut qu'on prenne ça sur la surface jusqu'au temps qu'on peut vérifier. Puis c'est là, après ça, je dis, OK, il y a quelque chose là. Puis le centre de rideau, ils ont rapporté, ils disent, regarde, nos gardiens sont partout, il y a rien ici. Donc, on commençait à voir justement l'effet de balle de neige, puis c'était pas de la violence, c'était juste des perceptions des gens qui avaient peur, puis c'est normal. On vient d'avoir un soldat abattu. Absolument. Dans le centre d'Ottawa. Rob, j'ai une question qui est un petit peu difficile pour toi. Pour neutraliser l'assaillant, au total, ça a pris 56 coups de feu. Il y en a 31 qui l'ont atteint, 31 balles qui l'ont atteint, et 2 ont été mortelles. C'est quoi ton analyse de la situation et qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent de tout ça avec toute la nuance dont tu es capable? C'est une excellente question. Premièrement, dans des débriefages, un des règlements dans les affaires tactiques, si tu n'étais pas là, fais attention dans tes jugements. C'est sûr. Sauf que la mathématique de ça, il y a beaucoup de balles manquées. Quand j'entends des balles manquées, oui, ça peut arriver, mais à cette quantité-là, cette formation, aucunement, je critique des gens qui étaient là. Je n'étais pas là, c'était pas moi en arrière, mais j'ai pas vu des choses qu'ils ont vu. Mais maintenant que je suis hors des services de police, je vais en parler plus ouvertement. Je n'aurais pas fait en dedans pour des raisons, je pense qu'on va comprendre. Le niveau de formation qui est offert aux policiers canadiens est pas suffisant. La plupart des policiers, justement, j'ai dit, c'est l'ennemi qui décide. Ça ne veut pas dire que ça va être quelqu'un du SWAT ou du GTI qui va être la première personne à voir, qui ont énormément de formation avec leurs armes. Ils savent comment viser, ils savent comment gérer leur stress. C'est un policier qui est là, il vient d'arrêter, il parle avec le partenaire, il voit quelque chose de violent, il prend leur arme. La dernière fois qu'ils ont sorti leur arme, c'est probablement pour leur qualification annuelle, qui ont tiré juste tant de balles. OK? Oui, la formation est bonne, mais c'est une formation de combat. Puis il y a des gens qui disent, hey, voyons là, Rob, les policiers ne sont pas là pour faire du combat. Si quelqu'un me pointe une arme, puis moi, je prends un autre arme pour me défendre et utiliser la menace, c'est du combat. Dans mes... Absolument. Donc, puis imagine le niveau de stress. OK? Ou je pense que tu vas chercher une arme, puis moi, je sors la mienne. Moi, j'ai une grosse décision avant moi, puis il faut qu'elle soit la bonne. Ouais. Donc, si je vais gérer ce niveau de stress-là qui n'était pas mal pas tendu, je faisais ma journée 2 secondes avant. La dernière fois, je me suis formé que c'est longtemps. Et le niveau de formation, de tirer sur du papier une fois par année, c'est pas la même chose que de préparation du combat. Absolument. Puis, une chose que peut-être il faut que les gens comprennent pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que les policiers sont assujettis aux mêmes lois que monsieur, madame, tout le monde. Donc, Ils n'ont pas de carte spéciale. C'est ça. J'ai fait une gaffe, puis je m'excuse, la personne est morte. Non, ils sont responsables pour les balles qu'ils envoient. Donc, ça aussi, puis si tu es nerveux, ton niveau de formation, de la confiance est basse. Également, si je ne fais pas de la bonne chose, puis quelqu'un d'autre, mettons, on laisse la menace continuer de tuer d'autres mondes, c'est des décisions très, très difficiles. Puis c'est des décisions qui vont changer la vie de quelqu'un. absolument. Les gens qui disent, oui, j'ai fait ça, puis oui, tu avais le droit, oui, mais ça change une vie. Absolument. On parlait, c'est ça, tantôt, des communications, l'impact dans les ministères. Apparemment que ça a été très difficile parce que plusieurs ministères ont été tenus de se confiner. Mais apparemment, il y a un rapport d'agriculture qui dit qu'il y a plusieurs ministères qui pensaient que le courriel était du spam.
C'est un pourriel. Ouais. Donc, ça a comme pas été peut-être par tout le monde pris au sérieux. Je sais pas, j'étais pas là. Moi, je réitère des faits que j'ai lus dans des rapports. Ça a aussi mis en lumière plusieurs enjeux dans les ministères. On va en reparler un petit peu après, mais comment est-ce que c'est quoi ta lecture de la situation quand tu entends ça? Comment on peut faire pour que des choses comme ça n'arrive pas quand cette information-là doit être propagée à d'autres entités fédérales, par exemple? C'est un niveau de communication publique et la seule façon que ça peut arriver, c'est suite ou pendant qu'il y ait la formation ou les exercices interagences pour que ça soit le normal de pratiquer ça. Et également dans les organisations. Un des enjeux quand tu fais un lockdown ou tu fais la formation de active shooter, d'un agresseur armé, c'est stressant. Puis c'est normal, c'est stressant. Donc, présentement, on a l'enjeu, est-ce qu'on fait la formation, puis on pratique des lockdowns, contre, hey, Rob, ça stresse mon monde. Il y a plusieurs organisations maintenant qui disent, oh, time out, on ne fait plus parce qu'on a eu des plaintes. Parce qu'après, des gens disent, oui, on devrait pratiquer plus. Oui. Sauf que des gens disent, mais j'ai des gens qui souffrent du PTSD à cause d'un exercice qui était bien entendu, mais mal exécuté. Absolument. Donc, ça c'était une très bonne affaire. Une chose qui est arrivée, c'était intéressant cette journée-là. Moi, j'ai quitté le GRC pas longtemps après ça. J'ai travaillé dans le centre de downtown, puis la conversation était encore... Quand ils ont dit, oui, lockdown, il y a quelqu'un en main, tout le monde dit, ouais, 9h30, ouais, t'avais dans mon bureau. C'est correct, t'es déjà au bureau. Mais rendu à 2h, 3h, les autres aussi, il n'y a rien qui arrive. Là, ils sont tous dans les fenêtres à regarder downtown. Il n'y a rien qui arrive à part des policiers, tout le monde qui... Mais on ne voit pas du combat, on ne voit pas de violence, parce que tout était fini en dedans du Parlement. L'être humain est très curieux. Absolument. Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, oui, l'adrénaline monte, mais assez rapidement, ça devient normal. Rendu à 3h, des bâtisses, non, on est toujours dans le lockdown, le gouvernement ne nous a pas dit qu'on... non. Little Johnny et Jenny sont gardiennes. Il faut que je les cherche avant 4 heures. Oui. Je quitte. Sous quelle autorité tu vas me garder ici dans le bureau? Oui. Donc, c'est une question longtemps. Est-ce que tu as une responsabilité comme employeur de les garder en dedans? Est-ce que si tu ouvres la porte, laisser une rentrer, puis mettons, tu avais une fois, dépendamment de la menace? Mais justement, on n'a pas de réponse. Mais ça, c'est arrivé souvent, puis j'attends ça de plusieurs corporations et bâtisses fédérales dans le centre d'Ottawa. Je suis arrivée au début 2016 au gouvernement, puis donc j'ai vu l'après-attentat, puis ça a beaucoup changé. Comme tu dis, il y a eu des exigences par la suite qui ont forcé les ministères là, à faire, les entités fédérales à faire des exercices soit de mise à l'abri sur place ou de confinement de façon annuelle, un petit peu comme on le ferait pour un exercice d'évacuation. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais? Tout ce que tu décris est vrai. Là. On ne le fera pas de la même façon dans une unité justement de la GRC comme on le ferait peut-être chez Pêche et Océan. Là. Je fais juste donner ça en exemple. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent « Rob, c'est vraiment inutile de faire des exercices puis je vois pas l'intérêt. » Non, je suis pas d'accord du tout. Ça dit, je vais aller dans ma vie de corporatif un peu. Absolument. Justement, moi, j'ai travaillé pour une chaîne de Four Seasons, on l'a déjà dit, mais j'ai connu mes pairs dans des autres deluxe brands, OK? Des autres hôtels de luxe, puis tout ça. Justement, le monde parlait justement des souvelles. Des hôtels sont ciblés parce que des gens de l'Ouest, on a déjà vu ça en Afrique, à Maroc, en Tunisie, tout ça, donc ils vont attaquer un hôtel. Le Marriott, c'est le brand le plus attaqué au monde par des terroristes. OK. Ça dit, on a plus de bâtisses quasiment au monde comme compagnie. Donc, il y a un peu de mathématiques aussi là-dedans. Sauf que, juste pour revenir, il y a des gens qui disent, oui, on a besoin de faire de formation. Moi, je dis, la formation a besoin de réalistique au niveau de réaction qu'on va avoir des gens. Moi, j'ai vu 2 vidéos de formation qui étaient faites dans un hôtel de luxe. OK. Un, ils ont dit, hey, c'est excellent ce qu'on a fait. C'était en Asie quelque part. Il y avait accès aux vraies armes. Par rapport, il y avait plusieurs soldats qui faisaient du service militaire et travaillaient à l'hôtel. Ils n'ont rien dit à personne.
Ils se sont habillés comme des terroristes locaux dans ce pays-là, Wow, qui OK. sont connus tellement. Puis ils ont fait un saut sur l'hôtel. voyons. Puis après ça, ils disaient, oui, toi, t'as pas bien fait. Puis le monde capotait. C'est comme épouvantable. tu sais. Donc, ils ont blessé des gens. C'est sûr. OK, pour le restant de leur jour, voir quelque chose qui est supposé les protéger. Mais là, ils disent, mais Rob, c'est supposé être réalistique, c'est pas bon. Pas comme ça. Ça, c'est pas une équipe tactique Ouais. ultra entraînée que tu veux tester contre un de leurs pairs. Ça, c'est des gens qui changent le lit dans ta chambre. Ils vont t'apporter un hamburger à côté de la piscine. Ils sont là pour sourire. OK? J'ai vu une autre vidéo excellente. Il y a un directeur de sécurité, il expliquait, est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? Ouais. Mais malheureusement, dans certaines affaires mondiales, ils montaient certaines vidéos appropriées, puis les gens disaient, ah oui, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Il dit, excellente question, on a besoin de se cacher, puis tout ça. Mais comment? Mais le plus rapidement que tu peux, trouve une place, puis si tu vois quelqu'un, tu l'amènes avec toi. On les protège. OK. Et on va jouer à la cachette. Jouer à la cachette. Ils ont mis ça comme un jeu. Il y avait mis un GoPro ici, avant lui, puis il a mis une dossard orange. Il dit, je vais passer partout dans l'hôtel, puis si je te vois sur la vidéo après, Camille, si je t'ai vu, c'est parce que si j'avais un an. Il dit, ouais, je peux comprendre ça, sauf que c'est pas la même chose que je te pointe un an. Je t'explique ce qu'on fait. On met ça comme un jeu. La plupart de nous autres, on a joué jeunes. Ouais. OK. Il a passé une fois, puis là, ils ont fait un gros barbecue. C'était plaisant. Ils ont montré ça. Puis là, ils ont fait ça comme une compétition. Puis là, des Camille, puis des Steve, et des Nancy disaient, oh, tu n'oseras pas une deuxième fois. Il a passé sur puis c'est un resort. OK. OK? C'est immense. OK? Personne. Il y a des centaines d'employés. C'est comme une ville fantôme. Il a passé une deuxième fois. Une journée, ils ont fait d'autres choses pendant la journée. Ils ont fait leur barbecue annuel. Okay? Des gens ont eu du fun. La pire chose qu'il y a eu, il y a quelqu'un qui a fait un entorse de cheville parce qu'il a glissé dans une cuisine puis tout ça. Mais entre les deux, les gens disent, mais moi, je sais pas comment faire. Mais montre-moi ça. Mais tu travailles dans la cuisine, mais tu as des lockers. Ah oui, on aurait pu. Oui. OK. Puis, j'ai vu que tu as laissé ton cell phone. Amène ton cell phone que tu peux. Ah oui, je devrais apporter mon cell phone. Donc, c'était positif. OK. Il n'y a aucune plainte. Les gens disent, quand est-ce qu'on peut faire ça encore? Puis, il n'y en a pas de poursuite civile, rien. Donc, depuis 2014, pour toi, c'est quoi nos plus grandes avancées? Mais juste l'harmonisation, que le Parlement a leur propre service de protection de premier lieu, déjà là, qui est un peu sur, je ne veux pas sur le contrôle, mais ils sont coordonnés à l'interne avec la Chambre et le Sénat, parce que c'est tout un campus, si on veut. C'est pas le GRC, puis oui, on a une coordination. Pas ce qu'on faisait un mauvais job, c'est juste qu'il y avait cette division-là. Donc, ils font partie, c'est le Parliamentary Protective Service. Ouais. Ils ont une excellente formation. C'est un service qui est quand même très jeune, mais ils cherchent beaucoup de formation à l'extérieur. Le GRC était là au début pour les aider à monter leur capacité. Mais également, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je ne m'embarquerai pas dans les détails, mais déjà, il y a un meilleur plan de défense, si on veut, qu'il y avait à l'époque. OK. OK? Puis leur job, il y a juste un job, c'est de protéger du Parlement. OK. Donc, je pense que ça, c'est une grosse amélioration. Également que le public, je pense qu'il y a une autre affaire. Je pense que le public serait correct. Il y a plus de sécurité autour du Parlement maintenant. Tu peux pas... avant, si tu voulais, tu pouvais peut-être monter ton auto. Ben, maintenant, l'aménagement a changé. L'aménagement a changé, puis le profil, si on veut, du sécuritaire a changé. Puis je pense... Je peux pas parler de tous les Canadiens, mais je pense que les gens vont dire non, ça c'est normal suite à ce qui est arrivé. Puis tout ça. Donc, je pense que c'est des très bonnes affaires. Mais merci d'avoir partagé ces éléments-là là, de changement puis d'avancée par rapport à la situation. Je lisais une analyse de 2 professeurs de l'Université de St. Mary's à Halifax, l'Université de St. Mary's, pardon, qui ont souligné que l'attentat de Moncton, parce qu'on se souviendra la même année, donc il y a eu un attentat à Moncton où un homme avait tué 3 agents de la GRC, en avait blessé 2. Donc cet attentat-là correspondait davantage aux critères juridiques du terrorisme, mais il avait été présenté dans les médias comme étant une simple fusillade. Alors que l'événement dont on parle aujourd'hui, donc la fusillade sur la colline parlementaire, donc avait des motivations qui étaient peut-être un peu moins claires, mais directement associées à la religion
Et c'est probablement à cause de ce fait-là que ça a été donc qualifié d'un attentat terroriste par les médias. Peux-tu expliquer c'est quoi les risques d'une mauvaise catégorisation par les médias, que ce soit, est-ce qu'il y a des impacts sur la réponse, tous les risques qui sont liés justement à une analyse qui serait peut-être erronée par rapport à comment on catégoriserait l'événement? C'est sûr qu'on va mettre des étiquettes sur des choses, puis les classifier, puis d'utiliser le mot terroriste dépendamment de l'atmosphère politique. Ouais. Il y a certains gouvernements qui disent non, oui, c'était grave, mais c'était criminel. Oui, du terrorisme, c'est du criminel, mais c'est pas du terrorisme, c'est juste une telle affaire parce qu'il veut pas accepter que oui, il y avait un vrai acte terroriste qui est arrivé, puis ça rencontre tous des critères. Également, on voit des choses qui disent oui, ça c'est du terrorisme, puis ils disent non, ça c'est du santé mentale probablement. On ne vraiment pas des choses d'idéologie. Je ne suis pas psychologue non plus, mais on peut voir que quelqu'un peut tomber dans la panier de terroristes qui ne devait pas être là, et le contraire. Je pense que ça, c'est juste la complexité des politiques actuelles, le climat, le média, en même temps qui est relié avec la politique aussi. C'est sûr qu'il y a certaines choses, que c'est quelque chose comme au niveau des terroristes, il y a certaines lois qui embarquent, puis il y a plus de choses que les forces de l'ordre puissent faire. Oui. Par rapport à correctionner l'intelligence, tout ça. Par rapport à si c'était du crime organisé régulier, si on veut. Je comprends. Ouais. À la lumière des modifications législatives, est-ce que tu penses qu'on est adéquatement protégé ici au Canada contre le terrorisme? Et est-ce que tu peux aussi commenter la posture du Canada par rapport aux autres pays dans les Five Eyes, donc dans les 5 yeux? Oh, deux parties. Un, c'est est-ce qu'on était mieux protégé aujourd'hui qu'avant? Oui, c'est-tu adéquat pour toi? Est-ce que tu penses que, tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on est privilégié d'être dans un pays qui est sécuritaire, où on se sent en sécurité pour la majorité du temps. Je pense que l'expérience qu'un pays ou un peuple vit, ça a un impact de ce qui est normal. Je voyageais énormément au Royaume-Uni. Et l'autre, ils ont des troubles de la fin des années 60, des années 70 en Irlande du Nord. Donc, si quelqu'un dit « Hey, si tu vois une backpack de métro, oui, c'est sûr que tu appelles la police. » Les gens disent « On va regarder en dedans, c'est quelqu'un de l'oublié. » C'est deux aspects à voir la sécurité différents. Et puis, si say something, on voit plein de mimes avec ça aujourd'hui, mais leur culture, parce qu'ils ont vécu des choses. Okay? Ils ont vécu le 7-7 dans le temps des Londres. Le Royaume-Uni a déjà été un pouvoir. Donc, justement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on Irlande du Nord, tout ça. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi les Five Eyes, les 5 yeux? C'est ça. Donc, depuis la Deuxième Guerre, c'est qui nos amis? C'est ça. Donc, on parle d'Oscanas, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, des États-Unis, à Canada, on dit des Five Eyes ou des 5 yeux. Puis ça, c'est une organisation. Mais ils ont un partage de renseignements et de capacités en cueillette de renseignements. Ils travaillent ensemble. Collectionner tout ce qui est du menace partout au monde, c'est quand même un gros problème. Donc, des gens travaillent ensemble pour, plus efficace. Puis, qui est plus proche de l'Asie, États-Unis ou Australie? Donc, justement, il y a des places que les gens vont être plus experts dans leur patelin que nous autres ici. Donc, souvent, ils partagent l'information. C'est ça, le Five Eyes. Il y a des partages, des échanges d'officiers d'Australie aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande pour travailler ensemble. On a fait des gants ensemble, on partage l'information ensemble. C'est ça, le Five Eyes. Super intéressant. Donc, un partenaire, je veux dire, un réseau de partenaires important. Je dirais, c'est sûr qu'on a d'autres amis qui payent, mais je dirais que ça, c'est comme le premier anneau de nos plus proches, traditionnels. Rob, je vais te partager un événement. On parlait d'un événement qui s'est passé récemment. Je t'en nomme un, mais il y en a plusieurs autres. Donc, le 20 août dernier, à Montréal, la GRC a arrêté un mineur pour des infractions en lien avec le terrorisme. Selon l'équipe intégrée sur la sécurité nationale, il aurait eu l'intention de commettre au moins une attaque au nom de l'État islamique.
Il aurait publié des propos très menaçants sur les réseaux sociaux. Donc, la personne mineure fait face à des accusations en vertu de plusieurs articles au code criminel, justement relativement au terrorisme. Il va comparaître à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec prochainement. C'est quoi ton analyse de la situation? Comment est-ce qu'on peut s'expliquer collectivement qu'une personne mineure en arrive là? Où est-ce qu'on l'échappe comme société? Puis je sais qu'on n'est pas ni l'un ni l'autre des spécialistes de prévention de la radicalisation qui mène à la violence, mais comment est-ce qu'on peut... c'est quoi ton opinion? Où on l'échappe comme société dans nos interventions peut-être en amont? Je pense que un des plus gros impacts sur nos vies, c'est l'impact digital, puis justement au niveau de recrutement. Avant, si on voulait supporter une cause, mais mettons le niveau... mettons, on était de la résistance pendant la Deuxième Guerre contre des Allemands, on se cachait quelque part, mais il fallait qu'on se rencontre en personne, puis dire oui, il faut qu'on fasse quelque chose, puis travailler ensemble. Donc, il y avait plus d'efforts à se rencontrer, il fallait qu'on fasse plus attention. Maintenant, moi, je peux être là en ligne, faire un Google, puis à un moment donné, je check une telle groupe, et dire mais ça va pas bien dans ma vie, puis ça me répond à mes affaires, puis on voit ça de plus en plus jeune. Encore, comme tu as dit, Camille, moi, je suis pas un expert en radicalisation ou tout ça, mais c'est plus facile à atteindre ton audience maintenant par rapport à l'Internet. Donc, des groupes, ils ont besoin des soldats, si on veut, pour faire leur cause. C'est plus facile de chercher des gens. Qu'est-ce que c'était il y a 30 ans? C'est des gens... je dis pas que c'est les mêmes profils, parce que des gens embarqués dans des cultes. Quelque chose manquait dans leur vie. Oui, ça va mieux dans ma vie si je fais une telle affaire. Il y a peut-être des choses là-dedans qui répondent à certaines lacunes, puis des groupes, ils savent comment faire maintenant, recruter des gens, puis la rhétorique est intéressante si tu crois le moindrement dans ces choses-là. Que moi, j'ai commencé à faire le crime technologique dans les années 90. Oui, on voyait à l'époque, c'était encore juste des jeunes hommes, des filles ne faisaient pas de choses sur l'Internet, mais illégales au moins. Mais il y a des jeunes hackers, mais à un moment donné, on parlait des parents, ils disaient, je ne savais pas ce que petit Robbie faisait dans sa chambre. Je pense que les parents, aujourd'hui, ils ont plus de facilité à comprendre la technologie, pour dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis ça peut être juste, est-ce que c'est des amis? Ça peut pas être juste la radicalisation, mais je pense que les parents sont tous éveillés maintenant à dire, hey, tu ne passeras pas 15 heures par jour pour le téléphone, là. Tu vas aller dehors jouer ou d'autres choses. Absolument. Puis je pense justement, on commence à tourner. Mais chaque famille est différente, chaque situation est différente. Donc, mais je pense que c'est différent. Je vois, il y a beaucoup plus d'éducation pour les gens maintenant. Si tu as 30 ans, mais tu as vécu avec les technologies toute ta vie, que nous autres, on n'avait pas. Donc ça, c'est un gros changement que je vois. Il y a une récente arrestation de 4 individus à Québec, donc 2 militaires actifs impliqués dans une milice anti-gouvernementale qui soulève des inquiétudes extrêmement grandes par rapport à l'extrémisme violent et la détection des menaces internes, justement là, dans ce cas-ci, dans l'armée canadienne. Récemment, il y a eu un nouvel instrument qui a été mis en place par le secrétariat du Conseil du Trésor, donc la nouvelle directive sur le filtrage de sécurité du gouvernement du Canada. Est-ce que, selon toi, cet instrument-là, je suis très consciente que ces gens-là ont été filtrés il y a de cela très longtemps, est-ce que la directive, elle est suffisante et elle est adéquate pour mitiger le type de risque lié aux menaces internes? Puis peut-être, avant de répondre, expliquer aux gens c'est quoi le filtrage de sécurité, là, parce que c'est peut-être pas un concept qui est clair pour tout le monde. Moi, je veux rentrer dans le gouvernement, puis parce que ma compagnie, on fait du nettoyage des bureaux après des heures. Oui. Mais il va dire, Rob, ça c'est un bâtisse fédéral, c'est qui ton équipe? J'ai 5 personnes, on soumet nos informations. Oui, il y a un filtrage, mais au niveau des antécédents criminels ou quelque chose, non. Ils vont checker où on est resté. On est tous des Canadiens. Ils nous disent oui, puis on va avoir un triage sécuritaire à un certain niveau. C'est sûr qu'on n'en rentre pas dans des archives, mais on travaille quand même dans un bureau fédéral. Donc ça peut être un niveau. Là, on va monter ça. Nous autres, on est responsables pour prendre l'intelligence top secret, faire des analyses. C'est normal qu'ils vont nous demander où tu es resté dans le dernier temps d'année. Ouais. Tes parents, t'as un parent qui reste, mais est-ce qu'ils sont, oui, ils sont canadiens, mais mon père travaille, OK, ils vont tout checker la famille, ils vont aller encore plus profond pour voir justement, avant que nous autres, on commence à travailler avec des choses que si ça sortait,
La raison pour laquelle c'est secret, que si ces informations sortaient, ça pouvait faire du dommage envers le Canada. Ouais. OK? Donc, on a une responsabilité, si on a ce triage sécuritaire, puis on travaille avec ces informations, les protéger. Donc, justement, le niveau de filtrage monte avec le niveau d'accès. Ouais. Donc, Ah non, plus c'est sensible, plus l'enquête elle est approfondie. exactement. En 2014, il y avait une norme sur le filtrage de sécurité, un outil qui vient juste d'être mis à jour par le secrétariat du Conseil du Trésor. Est-ce que tu penses que cette nouvel outil-là, qui est la directive sur le filtrage de sécurité, est-ce que c'est adéquat pour être capable justement de pas laisser passer dans les mailles du filet des gens comme ça qui pourraient avoir des intérêts qui iraient à l'encontre de ceux du Canada? Il y a deux choses avec des triages sécuritaires, des filtrages, justement des enquêtes de sécurité, fiabilité, si on veut. Un, il fait au début, puis la plupart des gens, moi, je crois, c'est des bonnes personnes, ils veulent joindre une organisation, ils disent, moi, je veux défendre mon pays. Mais après ça, on dit, la vie, les choses arrivent. Il y a soit des divorces, maladies, il y a plusieurs choses qui peuvent m'arriver, je commence à faire des mauvaises décisions. C'est sûr qu'il y a des périodes, sans rentrer dans des détails, le plus haut le niveau de sécurité, le plus souvent, ils vont vérifier. Oui. Moi, j'ai vu une tendance à faire demander plus de questions puis aller un petit peu plus profond. Sauf que tout ça, ça prend du temps. Très long, c'est cher. Ouais. Oui. Une chose que je trouve vraiment intéressante, on n'est pas si gros que ça de pays. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs départements, j'ai plusieurs niveaux de sécurité. Souvent, ils disent, mais Rob, dans le top secret, ouais, mais c'est pas le même en militaire. Pas transférable. C'est ouais. pas c'est le même pays, c'est le même enjeu, c'est la même enquête. Ouais. Donc, sans embarquer dans le détail, il y avait certains ministères qui n'appliquaient pas les normes, donc les gens disent, mais non, on va faire nous autres. Ouais. Donc, tout ça, ça a l'impact que ça ralentit des choses parce que ça prend du temps à faire des enquêtes. Là, que tu dois aller vraiment profond dans les finances, les entrevues pour voir est-ce que cette personne-là est fiable, il va protéger leur pays, est fidèle à leur pays. Ouais. Mais non, je pense que oui, ça change. Si on regarde ça, il y a un lacune quelque part, ces gens-là. Puis, juste cette cause-là, ça me dérange énormément. On ne peut pas compter sur nous. C'est quand un policier vole. Je dis pas que c'est correct que n'importe qui vole, mais on a des attentes envers certaines personnes qui se sont plus haut. C'est les soldats canadiens qui sont supposés être là pour nous protéger. Absolument. Moi, je m'attends en plus. En parlant de débrefage, en matière de méthodologie, si jamais il y a des gestionnaires en sécurité qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais partager? C'est quoi, selon ton expérience que tu as observée dans ta pratique, c'est quoi les plus grandes erreurs qu'on fait en matière de méthodologie dans les débriefages? Moi, je vois trop de débats avant de collectionner l'information, des observations. Okay. Donc, nous autres, on concentre sur des observations. Oui, mais donne-moi juste des observations. La salle n'était pas assez large. On va revenir après pour voir ce que c'était le job à Camille, Rob, Steve, Nancy, qui que ce soit. OK? Mais maintenant, c'est juste l'observation, l'impact, ou que ça peut être des bonnes affaires. Hey, la nouvelle technologie qu'on a mis en place, ça marche super pour appeler tout le monde pour le rappel. C'est excellent. Good. OK? On va continuer, ça c'est une meilleure pratique. OK? Mais observation, impact. Okay. Bonne, mauvaise, ou on n'est pas sûr est-ce qu'on devrait changer quelque chose. On peut faire les débats après. Donc, moi, j'essaie de faire ça en 2 phases. OK. OK? Puis, parce que justement, souvent, ça devient dans la... C'est qui répond, pas responsable. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs que je vois. OK. C'est super intéressant. Maintenant, on va peut-être faire un petit saut sur la sécurité en général. Donc, la sécurité, là, on va parler de la sécurité au gouvernement du Canada. Souvent, dans les films américains, on va entendre l'expression « Oh non, like, you can't go there, that's need to know ». Est-ce que tu peux nous expliquer les 2 principes principaux qui gouvernent notre partage de renseignements, le besoin, le droit de savoir? Pourquoi il y a certaines personnes qui pourraient avoir l'impression qu'au gouvernement canadien, il y a une culture du secret, alors que c'est plutôt des renseignements qui, comme tu l'as expliqué tantôt, sont classifiés? Si on voit l'évolution des sociétés modernes maintenant, je pense qu'il y a une tendance que des gouvernements soient plus transparents avec le peuple qu'ils représentent. Ça, je le comprends. Ça dit, on ne peut pas protéger des gens sans avoir certains secrets. Puis je peux comprendre pour certains, mais j'ai besoin de savoir.
Et certaines personnes sont données le fardeau, la responsabilité de détenir ces secrets-là, puis c'est ça, ils ont fait une assommation qui ne partageait pas cette information-là. Si on revient à le besoin de savoir, on va tomber à quelque chose. On a une source humaine. Tu peux imaginer si trop de monde, si ça sort, ça peut être la vie à quelqu'un s'ils sont dans une organisation de crime organisé. Donc, si c'est moi qui gère la personne, il faut faire tout ce qui est possible pour pas que même tu lis le rapport et dis oui, tu n'as pas nommé John Smith, mais je sais que c'est John Smith. C'est quasiment décrit. Donc, il y a une façon à préparer l'intelligence qui a encore une valeur sans qu'on pointe le doigt vers John. Okay. Parce que John a dit oui, moi, je ne veux plus faire partie de ce groupe de crime organisé ou cette motivation financière, whatever. On a une responsabilité à envoyer cette personne-là. Ça peut être une méthode. Moi, j'apprends une méthode pour collectionner des renseignements pour protéger mon pays. Toi, tu peux être consommateur, consommatrice, comme analyste. Tu n'as pas besoin de savoir peut-être d'où ça provient. Oui. Si tu dis, moi, je fais l'analyse de ce qui arrive en Asie puis le géopolitique avec le Canada. Donc, toi, tu consommes l'information, mais tu n'as pas besoin de savoir des sources, que ce soit des sources humaines. Donc, on parle ça d'un firewall, justement pour protéger les sources, pour pas que ça soit dévoilé, ou des techniques. Parce que soit, si on perd des sources, mais là, l'intelligence tombe. Oui. Si on perd la technique, mais on ne peut plus collectionner, puis souvent, ça collectionne dans plusieurs places. Et justement, notre crédibilité, toi, tu es proche de me partager l'information. Oui, mais j'ai entendu dire que 5 dernières personnes sont mortes aujourd'hui. Tu n'as pas beaucoup de motivation, tu avais avec moi. Donc, le need to know, c'est la compartmentalization. Oui. Je cherche mes mots en anglais et en français aujourd'hui. Compartmentalization. Pour justement, on peut partager, mais tu n'as pas besoin de tout partager. Fait que c'est dans des bulles. Donc, autrement dit, disons que toi et moi, hypothétiquement, on a le même niveau de cote de sécurité, de clearance. Oui. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a le même niveau de cote, moi, je vais avoir accès à tous les dossiers à Rob, puis Rob va avoir accès à tous mes dossiers à moi. Donc, on est vraiment dans... Mettons, moi, je travaille sur l'Europe comme analyste. Toi, tu travailles l'Asie. Oui. Pourquoi on verrait les Au moins rapports de l'un de l'autre? On voit des groupes qui peut-être ont besoin de... Mais moi, je vais travailler dans ma spécialité, tout ça. C'est sûr qu'on a besoin de partager parce qu'on a vu des cas où des gouvernements avaient toute l'information. Partageaient pas assez. C'est facile à dire par la suite. Après, oui. Mais si tu ne partages pas l'information non plus, ça devient inutile à voir. Absolument. Mais justement, souvent, avec des gens pensent souvent que si c'est quelque chose de top secret, c'est super juicy, super récent. Des fois, c'est très, très, très plate. Sauf que même de savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à une tas de place, il y a juste une raison pour laquelle, parce qu'on a quelque chose de proche. Absolument. Donc, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Donc, mais cette information-là, si elle était compromise, pourrait porter un préjudice exceptionnellement grave au Canada ou à l'intérêt des Canadiens au gouvernement. Donc, et nos partenaires, quand des gens nous partagent des choses, ça vient avec... Tu t'en parles pas, hein? Oui. C'est ça. Donc, avec les Five Eyes, on peut présupposer que les systèmes de classification de renseignements sont, somme toute, alignés, j'imagine. Oui, bien... Canada-US peut se décider qu'ils partagent juste entre eux autres parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Le focus, c'est juste nous autres. Pas qu'on ne fait pas confiance aux autres, mais il n'y a aucun rapport qu'on a besoin. Donc, on garde ce compartiment-là. Ça peut être, on veut... Tout le Five Eyes devrait lire ça. C'est quelque chose de général que tous nos partenaires devraient savoir. Des fois, Canada faut collectionner des choses, puis ils vont dire, c'est juste pour nous autres. Oui. Les Américains le font. Ici, no foreign, des fois, dans des choses qui sont... c'est no foreigners. OK. Ça, c'est un rapport. Il dit non, ça, c'est juste des Canadiens. À usage intérieur. Ou normalement, la source de l'information. Mais est-ce que si tu regardes, disons, un document classifié très secret en Australie, puis un document classifié très secret au Canada, il y a quand même des équivalences dans la sensibilité de ces deux documents-là. Un certain arrimage, là, j'imagine, dans les niveaux. Oui. Okay. Oui. Les classifications sont partagées par des Five Eyes. C'est ça. OK. Parce que si c'est dans une telle affaire, mais
tu veux le traiter d'une telle façon, puis C'est on ça. est tous d'accord qu'on le traite de cette façon-là. C'est ça, donc c'est des compréhensions uniformes et standardisées là, pour les partenaires. Ouais. Au sein du gouvernement du Canada, est-ce que tu peux expliquer certains contextes dans lesquels il y a des gens qui pourraient avoir des histoires de couverture? Donc, quelqu'un qui dit « Moi, je travaille chez Service public et approvisionnement Canada » ou « Je travaille pêche et Océan Canada », mais ou à Affaires mondiales, souvent c'est celui qu'on va attendre. « Ah, je travaille à Affaires mondiales », mais ces gens-là font autre chose. Mhm. Pourquoi? Peux-tu expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ne savent pas ça, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert? C'est, comment je pourrais dire ça? Si on parlait de protéger des méthodes, sans rentrer dans des détails comment ça fonctionne, il y a on a besoin de protéger nos gens qui collectionnent l'information si on retourne dans un contexte de police. Si je rentre dans un bar puis j'essaie d'acheter de cocaïne puis je dis, non, c'est gendarme Curry, ils disent, dude, on vend pas aux flics, là, dégage. Donc, ça va de soi que je vais voir une autre histoire, pourquoi je suis là. Tout ça, donc, nos agents doubles sont formés à justement se présenter comme quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être à l'allure que tu n'es pas trop d'un flic. Ça, peu importe, ça dépend de ton milieu, qui fit dans leur milieu, puis ils puissent gagner la confiance des personnes dans ce milieu-là. Donc, ça peut être un contexte commercial, ça peut être juste un changement de... J'ai dit que mon nom, c'est John Smith. Ça peut être aussi simple que ça. Le plus complexe opération, le plus approfondi que ces systèmes-là ont besoin d'être. Bon. C'est super intéressant. Donc, tu nous confirmes qu'on a des gens qui font ça à l'étranger à l'heure actuelle. Tout pays dans Five Eyes, ils ont des gens qui ont besoin de travailler avec un contexte autre que le nom. Donc, Leur nom officiel. Le là, nom c'est officiel. Ça. Je comprends. Aux États-Unis, on va parler beaucoup du fameux budget qui s'appelle le Black Budget. Oui. Donc, qui avait été... Edward Snowden, c'est entre autres un des éléments qui avait sorti, qui, je crois, avait sorti dans le Washington Post, si je ne m'abuse, mais qui sont les milliards de dollars qui sont utilisés en renseignement et en défense. Il y a beaucoup d'opacité par rapport à ce budget-là. Est-ce que chez nous, au Canada, on a des budgets qui sont tout aussi opaques, qui sont cachés et qu'on ne voit pas passer dans les finances publiques? Oui. Moi, j'ai jamais entendu l'expression budget noir, contexte canadien, mais des dépenses classifiées absolument. Okay. Et la façon qu'on va chercher certaines affaires, c'est pas dans l'intérêt public. Il devrait y avoir de la transparence dans la façon qu'on achète des choses avec l'argent des contribuables. Okay? On ne peut pas juste donner comme politicien des contrats à tous nos amis puis tout ça. Des gens disent non, on va faire l'appel d'offres, il va avoir une bonne valeur. On comprend tout ça. Sauf que si des services ou des choses, des gens étaient capables et des gens qui sont pas canadiens, tu sais, des ennemis du Canada ou des gens qui sont pas d'accord avec nos valeurs canadiennes, okay, qui travaillent contre nous, ils vont dire hey, il y a juste une raison pour laquelle ils vont acheter ça, c'est parce qu'ils l'ont pas ou ils sont en train d'utiliser ça. Puis nous autres, on sait que cette technologie-là est utilisée par des policiers pour faire la surveillance, mettons, un bidule quelconque. Donc, oui, on devrait être transparent avec les contribuables, mais justement, il y a certains départements, ils ont certains niveaux de budget, une certaine latitude à aller sans appel d'offres. Oui. OK? Et chercher, puis ils devraient quand même essayer de chercher une bonne valeur parce que c'est quand même l'argent des contribuables. Absolument. Mais on leur fait confiance à un point, on va dire, tu es responsable pour la police, sécurité nationale, whatever. On fait confiance que toi, tu investis cet argent-là. Également, il y a des groupes qui peuvent demander des questions. Oui. Je n'embarquerai pas dans le détail de toute agence, justement pour vérifier. Parce que chaque fois qu'on donne le pouvoir à juste une personne, il peut y avoir des abus. Donc, on a besoin des check and balance, des vérifications. Absolument. Il y a des systèmes pour ça au Canada. Mais oui, il y a des dépenses classifiées, puis il faut. C'est super intéressant. Rob, tu es un champion mondial de Jiu-Jitsu brésilien. Tu as gagné récemment une médaille de bronze au Worlds à Las Vegas. Bravo. Oh, merci beaucoup. Selon toi, est-ce que l'ensemble des policiers et des agents de l'application de la loi
devrait maîtriser les arts martiaux pour éviter peut-être des escalades de violence? Ça, c'est très personnel pour moi. Moi, j'adore les arts martiaux. J'ai commencé à faire du judo très jeune, du jiu-jitsu japonais, la lutte à l'école secondaire. Puis quand j'ai touché à jiu-jitsu brésilien, j'adore ça, c'est ma passion. Oui, est-ce que tout policier a besoin de faire des compétitions à haut niveau ou de choisir... souvent, les gens disent, Rob, c'est quoi la meilleure arme? Moi, je pense pas qu'il y ait une meilleure. Je pense qu'il y a certains qui s'adaptent mieux à certains contexte opérationnel. Mais ce que moi, je vois avec des gens qui pratiquent des arts martiaux, ils ont le meilleur contrôle des autres mêmes. Okay. Souvent, ils vont éviter des situations, ils n'ont pas besoin d'utiliser, je dis de la violence, mais d'être physique avec quelqu'un, avoir une interaction. Et juste le niveau de confiance que si quelque chose arrive, je suis capable de me défendre et gérer la situation. Quand il y a un manque de formation, souvent c'est là que des personnes sont... Puis je dis pas que nos gens ne sont pas formés, tout corps de police canadien, il y a une certaine formation, mettre des menottes, maîtriser des gens, mais c'est encore là comme la tire, si on ne pratique pas beaucoup, est-ce qu'on veut... Puis quelqu'un dit, non, tu ne m'arrêtes pas à soir, puis le gars a déjà pris 10 bières, puis il pèse 300 livres, puis son job, c'est il travaille avec son corps la journée longue. Mm-hmm. Ça va être un méchant combat. Ouais. Est-ce que si tu as quelqu'un qui sait comment faire des clés de bras ou certaines choses, sans être capable de varger sur cette personne-là, parce que tu vas te blesser, tu vas blesser la personne, puis vraiment, il a juste besoin d'être maîtrisé, il est en boisson. Puis tu peux pas laisser conduire. C'est ça. C'est ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que ce serait bien, mais encore là, on appelle ça le fardeau de formation. Nos agents, dans plusieurs polices militaires, il y a juste tant que tu peux former une personne. Puis maintenant, c'est par rapport à la loi, c'est des procédures d'arrestation. C'est beaucoup complexe que quand moi j'ai commencé. Mais il y a juste tant qui peut rentrer dans nos cerveaux. Donc, moi, j'aimerais ça voir que des gens ont beaucoup plus de formation en arts martiaux parce que je trouve qu'il y a tellement de bonnes choses avec ça. Mais je suis peut-être un peu biased aussi. C'est un super beau sport, je pense. Puis je dois te dire que pour un champion mondial de Jiu-Jitsu, tu as des très belles oreilles. Tu me fais rire. J'ai rentré aux États-Unis justement pour le tournoi. C'était ceinture mauve. Puis je descendais à Vegas. Puis l'agent, il dit, tu vas où, monsieur? Mais je dis, je m'en vais à Vegas pour des champions mondiaux. Il dit, non, tu vas pas. C'est pas vrai. Je dis, monsieur, je te niaise pas, man. J'avais un T-shirt de Jiu-Jitsu. Il dit, t'as des belles oreilles, toi. Comme ça. Il dit, bon, puis en langage Jiu-Jitsu, je dis, do you roll? Like, est-ce que tu fais... Il dit, ouais, j'en ai fait un peu, mais il dit, t'as des beaux oreilles, ils sont trop belles pour être un gars qui fait beau. Je dis, man, je suis juste chanceux, mes oreilles, il en fa. Rob, on va parler de l'armée canadienne un peu. Okay. Tu sais à quel point j'ai du respect pour les personnes qui ont servi et qui servent notre pays. S'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, merci infiniment à toutes ces personnes-là qui, parfois, pour certaines unités spéciales, vont vraiment avoir des travails qui sont dans l'ombre. Hein. On ne parle jamais de ces personnes-là. C'est des héros du quotidien sur lesquels il n'y aura jamais de lumière. Mais ils font des sacrifices énormes. On va y revenir. Donc, toi, tu as été détaché au commandement des forces spéciales de l'armée canadienne dans une des unités d'élite. Donc, dans l'unité d'élite la plus performante qui s'appelle le JTF2. Donc, je l'ai recherché en français parce qu'on l'utilise... On dit le x2, mais il n'y a personne, même des Québécois, qui disent x2. C'est ça, la deuxième force opérationnelle interarmée. Interarmée. Donc, on n'entend jamais, comme tu dis, cette expression-là. Même au Québec, on va dire le JTF2. C'est correct. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité d'élite? Le soutien de la guerre en Afghanistan. Moi, j'avais rentré là dans l'automne de 2006. J'étais supposé pour 3 ans. J'ai resté une 4e année. Si le GRC n'a pas insisté que je retourne, je serais encore là. Si mon corps me laissait faire. C'était les meilleures années de ma carrière. Hey, j'ai adoré être avec mes confrères consuls de la GRC ici. Il faut pas... quand j'ai retourné, que j'étais avec l'équipe tactique, c'était une top équipe aussi. Mais j'ai eu le privilège, l'honneur à travailler avec les meilleurs qu'on a dans nos forces canadiennes. Puis ça a changé ma vie. Ma vie a changé. J'ai eu une divorce pendant cette période-là. C'est les autres qui m'ont ramassé puis m'ont aidé. Puis là, ça fait depuis 2010, je suis sorti. Encore là, mon partenaire d'affaires James, j'ai servi avec lui de la Boston des officiers. C'est certains amis là-bas que quand ça allait mal pour moi après 2010, je ne savais pas comment ça m'a affecté.
C'est eux autres qui m'ont dit, t'as besoin d'aide, puis on ne demande pas, tu vas chercher d'aide. Donc, je suis toujours reconnaissant de ça. Puis, comme je te dis que c'est un privilège de travailler avec eux autres. J'ai tellement, par rapport du leadership, puis justement, l'aspect de c'est correct à dire, ouais, on a bien fait ça, on a besoin d'étudier, puis ça a besoin de sort it out, comme on disait. Il faut trouver une solution. Puis, ou des erreurs, regarde, on n'était pas assez à ce niveau, on va changer ça. Puis c'était de la culture, puis c'était correct. Ça, j'ai apporté ça. Jusqu'à un point, quand je tournais dans la GRC, j'étais carrière de GRC, je ne fitais pas un peu. Ça me pris du temps à retomber dans mon organisation. Puis je me demande personnellement si j'ai vraiment refité. OK. Mais il y a certaines choses par rapport à l'attitude de mes attentes envers une équipe tactique police, puis un soldat de force spéciale. C'est pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste différent. Donc, il fallait que j'ajuste mes attentes. Et les lois sont différentes aussi, puis les opérations sont différentes. Donc, non, c'est un des plus grands privilèges de ma vie. Rob, évidemment, on ne peut pas parler d'armée et complètement éviter le sujet de la santé mentale. Donc, j'ai une question pour toi. On parlait de sacrifices tantôt. Je pense qu'il y a des sacrifices aussi énormes que vivent les gens qui ont servi dans ces équipes-là, des sacrifices qui sont invisibles. Je suis tombée sur le concept en faisant de la recherche pour me préparer sur le concept du Operator Syndrome. On va parfois l'entendre ou entendre des concepts qui vont être relatifs au stress post-traumatique. Bien qu'en français, ces termes-là semblent avoir été être un petit peu plus évolués dans le sens où on va entendre peut-être état de stress post-traumatique. Mais je sais que toi, tu réfères à une terminologie qui est un petit peu différente. Oui, je vais le dire en anglais parce que justement, je pense que c'est plus nuancé en français. Souvent, les gens disent I suffer from PTSD ou un tel a du PTSD. Un syndrome, c'est pas un syndrome, c'est une blessure. Je suis pas arrivé là avec ça. Donc, il y a beaucoup qui disent du PTSI, Post-Traumatic Stress Injury. Et juste une chose que moi j'ai vue depuis que j'ai sorti mon propre cheminement, c'est avant, si je me blesse un pied vraiment mal, puis je me dis, ouais, Robbie, c'est sûr qu'il est en béquille, il a perdu presque son pied dans une telle opération quelconque. Okay? C'est très normal, on n'attache aucune affaire comme, il est faible s'il a fait ça. Non, c'était vraiment mal ça, l'accident qui est arrivé. Sauf que, avant, on ne parlait pas que, hey, je ressens ça, maintenant, j'ai une blessure ici, dépendamment de comment tu vois des blessures de stress. Mais les gens commencent à en parler. Je pense que c'est une bonne affaire, mais ça a pris du temps. Je pense que aussi les organisations ont évolué. Nos forces spéciales existent depuis 1995. Je n'étais pas ici. C'est pas comme les British que ça fait tant d'années. Et le contexte a changé. Les gens parlent plus ouvertement. Il y a plus de ressources. Est-ce que c'est parfait? Loin de là. Mais justement, moi, je parle de mon propre cheminement. J'ai retourné aux polices. J'avais mes affaires de police, des choses que j'ai vécues. Et quand j'ai retourné aux polices, puis ça m'a affecté. Je ne savais pas que ça m'affectait au début, mais je sais aujourd'hui que ça m'affectait. Là, ça va bien, mais justement, c'est mes confrères qui m'ont dit, tu as besoin d'aide. Puis je ne savais pas pourquoi. Parce qu'encore là, tu dis, quand quelqu'un dit, es-tu prêt pour une mission? Il y a juste un répond, oui, of course. Good to go. Tu ne dis pas, non, je ne file pas aujourd'hui. Non, ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de reconnaissance pour justement que des gens sont blessés, pourquoi ils sont blessés, puis il y a moins d'étiquettes négatives. T'es comme ça parce que t'es faible émotionnellement. C'est épouvantable. Oui, c'est ça. Est-ce que la Défense nationale prend suffisamment bien soin de ses troupes en matière de santé mentale? Ça, c'est quelque chose, le GRC, mettons, nos pensions sont ensemble, ça va changer, mais des soins pour des vétérans, c'est le même aussi. Quelqu'un qui prend sa tête le GRC, c'est un vétéran aussi. Donc, les affaires vétérans nous aident les deux. Moi, j'ai vu des changements. Ils ont besoin de faire énormément de travail. Moi, ça va bien. Moi, je peux prendre le téléphone. Moi, si je veux parler à un psychologue, je suis capable moi-même. Malheureusement, des gens qui sont tellement blessés
Comme ça, ils ont besoin j'espère qu'ils ont quelqu'un de la famille, de la confrérie autour pour les aider à naviguer ça. Est-ce que ça améliore? Oui, il y a énormément de travail à faire encore pour justement chercher soit des soins. Mais justement, on en parle plus, c'est mieux que c'était, je pense. C'est mieux que c'était. Donc, de moins en moins tabou. Oui, je pense que c'est correct à en parler maintenant. Puis je pense que même le public et la communauté dit dude, c'est normal, tu as fait tant de choses, c'est normal que tu aurais certaines séquelles de ça. Puis tu es quand même un excellent soldat, policier, whatever, right? Absolument. Ouais. Rob, merci infiniment pour ta générosité dans ton témoignage, dans ton partage de ton expérience, ton expertise. Dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Qu'est-ce que tu fais cet automne? Je sais que tu es très, très occupé. Mais s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Probablement, la meilleure façon, c'est LinkedIn, Rob Curry. Tu vas trouver la référence à notre compagnie RCAS aussi sur la page. Par rapport à ta question, c'est fou, prochaine quelques mois. J'ai un tournoi en Italie la fin du mois. OK. Je reviens de ça. Moi et James, on est en Australie pour justement travailler avec Dr. Schneider pour supporter une conférence de protection. C'est un gouvernement, des gens qui protègent des personnes dans le gouvernement là-bas. Donc, on va à Canberra. On revient, on a 2 clients à Toronto. On va à l'ESAC, Event Security Alliance of Canada. On fait un atelier là-bas. On a un client le lendemain, puis on a une autre chose, mais je ne me souviens pas. Donc, tu peux nous suivre sur le site web, mais LinkedIn, je pense que c'est la meilleure façon. Puis à la fin du mois, comme tu as mentionné, on a un atelier à Ottawa de Brazilians. On fait le launch canadien avec Dr. Schneider qui va être ici. On va le général à la retraite, Mike Rouleau, qui va parler aussi. C'est le meilleur boss que j'ai jamais eu. Il était mon commandant à Unity. Puis le 24, on va faire la même chose à Toronto, le même atelier pour présenter Brazilians dans le marché canadien. Ce qu'on est très fiers comme une compagnie qui veteran company gérée par des vétérans. Moi puis James, on va prendre une partie des profits de ça, puis une bonne partie qui va aller justement aux vétérans qui sont en train de faire la transition de leur vie en uniforme à la vie civile pour les aider avec ça. Donc, on est très fiers de ça. Wow! C'est fantastique, c'est vraiment incroyable. Merci de faire ça. Merci d'avoir mis la lumière aussi également là, sur les différents enjeux qui sont liés à ça, Rob. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Beaucoup de fun à faire le podcast. Yes, super. Ben, au plaisir. Bonne journée. Et c'était tout. I think it's a wrap. Merci.